Et on a en fait l'immense plaisir d'accueillir ce soir le professeur André Chesne pour cette deuxième visioconférence du GNFB. Alors, André Chesne est un professeur ordinaire honoraire de la faculté de médecine et il s'est occupé pendant toute sa carrière de diabétologie, nutrition et maladies métaboliques. Il est hyper productif au niveau des publications. Alors, si vous faites une petite recherche sur PubMed, ben, vous vous rendrez très vite compte que bon, il est à peu près à 1200 publications à son actif, ça depuis 1973 et jusqu'encore en 2021. Donc encore cette année, il y a des publications qui sont sorties et plusieurs centaines de ces publications, ben, pour plusieurs centaines de ces publications, il est en premier auteur. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui, sur la scène, je dirais, scientifique, est présent et ça depuis de très nombreuses années. Alors, il s'intéresse depuis aussi de nombreuses années aux médicaments qui, évidemment, concernent le diabète et surtout toutes ces nouvelles molécules qui déferlent ces dernières années. Et rien que pour les inhibiteurs du SGLT2, ben, j'ai retrouvé à peu près 39 publications avec son nom dedans. Donc, voilà. Et depuis 2011, il parle de ce SGLT2, alors que le premier des SGLT2, donc le Forxiga, qui est arrivé sur le marché, n'est arrivé qu'en novembre 2012. Donc, on en parlait déjà. Et ben, je ne vais pas en dire plus, je vais lui céder la parole tout de suite. Bon, merci beaucoup, Luc, pour ces propos trop élogieux. Donc, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler aux néphrologues. J'ai eu l'occasion d'animer un GLEM il y a un an ou deux. Et donc, le titre qu'on m'avait proposé initialement, c'est la révolution néphrologique des glyphosines. Donc, comme on vient de le dire, je suis intéressé dans la pharmacothérapie du diabète de type 2, essentiellement, depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc, il n'est pas étonnant que j'ai des relations avec l'industrie pharmaceutique dans toutes les industries qui travaillent dans le domaine du diabète en général et du diabète de type 2. Et comme vous voyez, j'ai eu le bonheur d'être investigateur clinicien dans des études diverses. TECOS, c'était avec la sitagliptine, donc avec une gliptine, le Januvia. Et puis, les trois que j'ai surlignés en rouge, c'est les trois essais cliniques dont on parlera dans les minutes qui suivent, qui sont trois essais cliniques avec des inhibiteurs de SGLT2, donc comme avec l'empagliflozine, Canvas avec la canagliflozine et Declartimi avec la dapagliflozine, mais j'ai également participé à des essais cliniques avec les GLP1 récepteurs agonistes, Leader et Harmony Outcome. Donc, celui qui veut faire une petite sieste postprandiale ou avant le repas, je ne sais pas, il peut relire un petit peu cet article-là dans la revue médicale de Liège qui vient de paraître au mois de mars, donc tout récent, que j'ai le bonheur de rédiger avec Pierre Delaney, que vous connaissez bien et qui nous écoute, je crois. Et donc, on a rédigé un article un peu pédagogique, je dirais, sur les inhibiteurs des SGLT2 chez les patients avec une insuffisance rénale chronique. Et vous voyez des essais contrôlés aux recommandations internationales et les perspectives en pratique clinique. Et je vais m'inspirer en partie de cet article-là pour la suite de l'exposé. Donc, le plan, on va commencer par une petite introduction, ça fait toujours du bien, et de vous parler des nouveaux médicaments antidiabétiques, on vient d'en parler. Il faut savoir qu'en diabétologie, on a eu deux périodes finalement dans les antidiabétiques oraux en tous les cas. On a une période dans les années 60 avec l'arrivée des biguanides, dont le seul survivant c'est la metformine, et les sulfamidés hypoglycémiants. Et pendant de très nombreuses années, plusieurs décennies, en fait, c'est les deux seuls médicaments qu'on avait à notre disposition en plus de l'insuline. Et puis, depuis les années 90, vous voyez qu'il y a une escalade d'arrivée de nouveaux médicaments. Certains ne sont commercialisés qu'aux États-Unis, mais les deux classes de médicaments les plus prometteuses et qui sont commercialisées à travers le monde maintenant, c'est d'une part les médicaments qu'on appelle les incrétines, c'est-à-dire les inhibiteurs de la DPP4, et donc ils sont les gliptines, et d'autre part les agonistes des récepteurs de GLP1, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et leur grand concurrent pour le moment, c'est les glyphosines, les inhibiteurs des SGLT2. Alors, comme vous le savez, depuis 2008, en fait, la FDA a exigé que tout nouveau médicament antidiabétique devait prouver sa sécurité sur le plan cardiovasculaire. Alors qu'on avait eu très peu d'essais cliniques en diabétologie, contrairement aux hypertensiologues ou aux cardiologues, on avait finalement pratiquement que l'UKPDS dans le diabète de type 2, publié en 98 dans Lancet. On a vu depuis 2008 fleurir toute une série d'essais cliniques, puisque la FDA exigeait que tout nouveau médicament devait prouver son efficacité.
et non seulement son efficacité, mais d'abord sa sécurité. Et donc, on a eu des médicaments comme les gliptines qui sont reprises ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. En haut à gauche, là, tous les gliptines ont montré donc, dans 5 essais cliniques une neutralité cardiovasculaire. Donc, il n'y avait pas de protection cardiovasculaire, mais il n'y avait pas non plus d'effets secondaires. L'effet secondaire était redouté suite à la fameuse polémique qu'il y a eu avec les glitazones, et notamment avec la rosiglitazone, qui avait tout pour plaire, pour protéger le cœur, mais qui finalement s'est avérée très décevante, voire dans certaines études a accru le risque cardiovasculaire. Alors, en haut à droite, vous avez les agonistes des récepteurs de GLP-1. Il y a 6 essais cliniques qui ont été publiés jusqu'à présent et qui ont montré une certaine protection cardiovasculaire, notamment dans le domaine de l'athérosclérose ou de l'athérothrombose. Mais la classe qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la classe en bas à gauche, où vous voyez toute une série d'essais cliniques qui ont été publiés maintenant, chaque fois dans le New England Journal of Medicine ou une fois dans le Lancet. Et ces médicaments ont prouvé non seulement la sécurité cardiovasculaire, mais une protection cardiovasculaire, mais en plus 2 effets tout à fait remarquables, et en fait qui étaient au départ plutôt inattendus, qui étaient une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et également une protection rénale, de telle sorte que ces médicaments, finalement, qui étaient des médicaments diabétologiques, échappent progressivement aux diabétologues et vont être accaparés à la fois par les cardiologues et par les néphrologues. Donc finalement, on se trouve avec un triumvirat, les endocrinodiabétologues au-dessus, les cardiologues en bas à gauche et les néphrologues en bas à droite. Et comme vous savez, depuis toujours, on sait qu'il y a des intrications extrêmement fortes entre le diabète, les maladies cardiovasculaires et la maladie rénale. Et il est évident que l'arrivée des SGLT2 inhibiteurs, donc de gliflozine, va encore renforcer cette collaboration qui viendra inévitable. Alors, vous connaissez bien évidemment le mécanisme d'action des inhibiteurs de SGLT2. Finalement, pour réduire la glycémie, c'est assez simple, c'est même simpliste, il suffit d'ouvrir le robinet de sortie et si on fait uriner du glucose, fatalement, on va diminuer le niveau de sucre dans la baignoire, si je puis dire, le niveau de la baignoire, et donc vous allez diminuer la glycémie. Et donc, c'est un mécanisme d'action rénal qui est complètement indépendant de l'insuline. Or, pour les diabétologues, il faut savoir que c'était complètement révolutionnaire puisque jusqu'à présent, tous les médicaments qu'on avait à notre disposition, c'était des médicaments soit qui stimulaient l'insulinosécrétion, soit qui réduisaient l'insulinorésistance. Alors, comment est-ce qu'on favorise la glucosurie? Vous le savez bien, c'est en inhibant des cotransporteurs sodium-glucose qui se trouvent dans le tube contourné proximal et qui sont responsables de 90-90% de la réabsorption du glucose. Si vous bloquez en partie ces cotransporteurs, vous allez favoriser une glucosurie qu'on estime de l'ordre de 70 grammes par jour, ce qui correspond plus ou moins à 280 kilocalories par jour, ce qui veut dire que ce médicament, comme vous pouvez s'en douter, non seulement va diminuer la glycémie, mais va également diminuer le poids, donc favoriser l'amaigrissement. Donc ça, c'était le mécanisme simple qui est encore illustré ici. Donc, comme on vient de le rappeler, la Belgique a été parmi les premières à mettre sur le marché en Europe les médicaments SGLT2 inhibiteurs. Le premier qui est arrivé sur le marché chez nous, c'était la canagliflozine en 2014. Et la revue médicale de Liège publie une rubrique le médicament du mois. Et à l'époque, j'avais rédigé un article présentant ce nouveau mécanisme d'action avec, comme vous le voyez ici à droite sur la diapositive, les diabétiques de type 2 ont en général un seuil rénal qui est augmenté, donc par rapport aux sujets d'ailleurs normaux, ça a été démontré également. Et si vous donnez un inhibiteur de la SGLT2, vous allez ramener le seuil rénal bien plus bas et vous allez faire uriner du glucose dès que la glycémie dépasse 70 mg par décilitre. Ce qui veut dire par là aussi, comme c'est 70 mg par décilitre, que ce sont des médicaments qui ne vont pas donner d'hypoglycémie. Et pour les diabétologues, évidemment, c'est extrêmement important. Donc, vous avez en bas à droite les 4 médicaments qui sont commercialisés en Belgique avec les noms génériques et les noms commerciaux pour ceux qui ne les connaissent pas. Et en bas à gauche, vous avez les effets démontrés, diminution de l'hyperglycémie sans hypoglycémie. Mais on va y revenir, s'il y a une insuffisance rénale, cet effet anti-hyperglycémiant est diminué, on va y revenir. Diminution du poids corporel, mais également une certaine diminution de la pression artérielle, probablement en partie liée à un effet diurétique ou en tous les cas natriurétique, qui a été également démontré. Donc tout ça est favorable. Le prix à payer, on y reviendra aussi, c'est un risque accru d'infection mycotique génitale, surtout chez les femmes, on y reviendra tout à l'heure.
Donc, le mécanisme d'action est au départ extrêmement simple. Et si on revient aux interactions entre diabétologues et néphrologues, il y avait deux questions essentielles qu'on pouvait se poser. La première, peut-on utiliser tous les médicaments antidiabétiques en cas d'insuffisance rénale? Est-ce qu'il faut faire un ajustement posologique? Est-ce qu'il faut vérifier l'efficacité sur le contrôle glycémique lorsqu'il y a une insuffisance rénale et que l'effet anti-hyperglycémie en diminuerait? Et puis, il y a des problèmes de sécurité éventuellement en cas d'insuffisance rénale. Donc, ça, c'est une partie. Et puis, la deuxième partie, qui est la plus importante sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui, c'est est-ce que les médicaments anti-hyperglycémiants peuvent éviter la progression de la néphropathie? L'effet sur la microalbuminurie ou l'albuminurie ou la protéinurie comme critère intermédiaire, mais des critères plus forts, les effets sur le déclin du débit de filtration glomérulaire ou le doublement de la créatininémie, qui est un critère souvent utilisé, et puis surtout les effets rénaux durs, c'est-à-dire la progression vers l'insuffisance rénale terminale ou la mortalité. Alors, si on revient à juste la première partie avec 2-3 dias, donc ceci, c'est un papier que j'avais publié déjà en 2013 dans Expert Opinion de Drug Métabolisme Toxicologie, qui reprenait un petit peu les considérations pharmacocinétiques avec tous les médicaments antidiabétiques chez les patients avec une insuffisance rénale. Et donc, comme vous le savez, il y a toute une série de médicaments pour lesquels il y a une certaine contre-indication, voire il faut réduire la dose. Soit dit en passant, et vous le savez bien évidemment, la metformine qu'on ne pouvait pas utiliser en dessous de 60 ml par minute, maintenant on peut l'utiliser jusqu'à 30 ml par minute sans problème, à condition de réduire la dose éventuellement de moitié. Les gliptines dont je vous ai parlé peuvent être utilisées quelle que soit l'insuffisance rénale, mais il faut réduire la dose pour certaines d'entre elles en tous les cas, sauf pour la linagliptine qui n'est pas éliminée par le rein. La linagliptine, c'est le Trajenta. Et en ce qui concerne les glyphosine, les notices officielles, l'initiation, c'est uniquement si le DFG est supérieur à 60. Le maintien, on peut le maintenir tant que le DFG est supérieur à 45 et il est indiqué de les stopper en tous les cas si le DFG est inférieur à 30. C'est les recommandations officielles. On va y revenir parce que ces recommandations, en tous les cas, entre 45 et 30, ça va probablement changer dans les mois à venir compte tenu des résultats des essais cliniques que je vais vous montrer. Et un autre papier que j'avais publié il y a 2 ans dans Diabète et Métabolisme reprenait un peu les effets de tous les antidiabétiques sur les effets rénaux, à la fois les surrogate endpoints, c'est-à-dire la microalbuminurie ou réduction de l'albuminurie, le ralentissement de la chute de la GFR et la progression vers l'insuffisance rénale terminale, avec tous les médicaments antidiabétiques, depuis la metformine jusqu'à l'insuline. Alors, on ne va pas détailler ça, j'ai juste surligné en rouge les inhibiteurs de SGLT2, puisque vous voyez que ce sont les seules molécules qui ont démontré à la fois des résultats positifs dans les essais précliniques in vitro et in vivo chez l'animal, mais également qui ont montré une réduction de la protéinurie ou de l'albuminurie, ralentissement de la détérioration de la fonction rénale, et également moindre progression vers l'insuffisance rénale terminale. Et vous voyez que pour toutes les autres molécules, y compris pour les GLP-1 récepteurs agonistes, eh bien, il y a beaucoup plus de doutes, par exemple, pour les récepteurs GLP-1 récepteurs agonistes qui sont les plus en vogue actuellement également en termes de protection cardiovasculaire. Vous voyez que sur le plan rénal, certes, ça diminue l'albuminurie, ça ralentit peut-être un peu la chute de la GFR, mais il n'y a pas encore de preuve, en tous les cas, que ça diminue la progression vers l'insuffisance rénale terminale ou vers la mort d'origine rénale. Alors, Luc vient de le dire, je publie beaucoup. 2 papiers qui me paraissent les plus importants dans ma carrière, en tous les cas dans ma carrière de SGLT2 inhibiteur. C'est un papier que j'ai publié dans Drugs en 2015 sur invitation, donc qui reprenait à l'époque la pharmacodynamie, l'efficacité et la sécurité des inhibiteurs de SGLT2 dans le diabète de type 2. C'est un papier qui est extrêmement cité, encore toujours il est extrêmement cité. J'ai reçu plusieurs fois des félicitations de Drugs, et notamment dans l'année qui avait suivi, c'est le papier de Drugs qui avait été le plus cité dans l'année 2015-2016 dans Drugs, pas parce que l'article est nécessairement bon, mais parce que je profitais évidemment de la vague d'intérêt pour les SGLT2 inhibiteurs. Toujours est-il, grâce à mes 38 publications, je ne les ai pas répertoriées, mais Luc l'a fait pour moi sur les SGLT2 inhibiteurs, j'ai été invité par Nature Reviews Endocrinology il y a 2 ans maintenant à écrire une grande revue qui vient de paraître en octobre 2020 sur les inhibiteurs des SGLT2 dans le traitement du diabète de type 2. C'est une revue qui m'a pris pratiquement 2 ans pour l'écrire, ça a été extrêmement difficile.
Je n'ai pas écrit que ça pendant cette période-là, il faut bien dire, mais vous voyez que c'est une revue qui fait 21 pages, et donc c'est une revue complètement exhaustive sur les connaissances actuelles des SGLT2. Alors, je vous ai dit que c'est un mécanisme d'action très simple, mais en fait, c'est un mécanisme d'action beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, voilà un papier que j'avais publié en 2014 avec Nicolas Paco, qui reprenait uniquement les aspects purement métaboliques. Je viens de vous dire que si on ouvrait le robinet de sortie, eh bien, si vous ouvrez le robinet de sortie, bien évidemment, vous allez diminuer le niveau de la baignoire. Et dans la baignoire, c'est quoi? C'est le niveau de l'hyperglycémie. Vous allez diminuer l'hyperglycémie. Je vous ai dit que c'était indépendant de l'insuline. Ce n'est pas tout à fait le cas. Au niveau rénal, l'effet princeps est indépendant de l'insuline. Mais par ailleurs, il y a des effets indirects que l'on va détailler. Alors, le premier effet indirect, c'est repris en haut à gauche sur la diapositive, c'est qu'il y a des mécanismes de compensation en fait. Quand vous faites uriner du glucose et donc perdre des calories, l'organisme va se rebeller, si je puis dire, ou va induire des mécanismes de compensation qui sont de deux ordres. D'une part, l'appétit augmente un petit peu, et donc ça c'est un effet évidemment un peu contre-productif. Et on peut le prouver facilement parce que si vous perdez 70 grammes de glucose tous les jours, c'est-à-dire 300 kilocalories tous les jours pendant un an, vous allez perdre 10 kilos. Or, les gens ne perdent pas 10 kilos, les gens perdent 3-4 kilos maximum, en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a un mécanisme de compensation qui a d'ailleurs été étudié et vérifié dans des études où on étudiait l'alimentation des sujets. Et le deuxième mécanisme de compensation, c'est en haut à droite, c'est que le foie va se mettre à produire du glucose. Puisque la baignoire est en train de se vider, le foie va se produire un peu plus de glucose. Et on sait notamment que les SGLT2 inhibiteurs augmentent le glucagon. Et en augmentant le glucagon ouvre le robinet de la production hépatique de glucose. Et donc, vous allez avoir ça aussi, ce qui veut dire aussi que c'est contre-productif concernant le contrôle de la glycémie. Mais n'empêche qu'au total, tout ça est bénéfique quand même. On perd du poids et on diminue la glycémie des sujets. Je vous ai dit donc que c'était indépendant de l'insuline. Ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'indirectement, l'insuline va jouer un rôle. Pourquoi? Parce qu'on sait, vous voyez les papiers ici de 87, des papiers chez l'animal, la florizine, en fait, c'est le premier médicament SGLT2 inhibiteur qui avait été développé, mais qui n'est jamais arrivé sur le commerce, qui a été testé chez l'animal avec grand succès, mais qui était trop toxique et donc il n'a pas jamais été commercialisé. Mais les études animales de l'époque avait montré que c'est un médicament, SGLT2 inhibiteur, qui permettait de désucrer les sujets, ou les animaux en l'occurrence. Or, on sait que quand il y a une hyperglycémie chronique, il y a une glucotoxicité. Et cette glucotoxicité, elle joue à deux niveaux. Elle va réduire la fonction insulinosécrétoire du pancréas et elle va réduire également la sensibilité des tissus périphériques, du muscle notamment et du foie vis-à-vis de l'insuline. Et donc, si vous réduisez la glucotoxicité, si vous augmentez la glucosurie, vous réduisez l'hyperglycémie, vous réduisez la glucotoxicité, et indirectement, vous allez un peu améliorer la fonction de la cellule bêta résiduelle du diabète de type 2 et améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc ça, c'est les effets, je dirais, purement métaboliques ou endocrino-métaboliques. Mais à côté de ça, et ils sont résumés donc, sur la partie gauche de la figure, les effets métaboliques, il y a d'autres effets également sur lesquels je ne vais pas insister. Ça augmente un peu la production de corps cétoniques et les corps cétoniques peuvent être utilisés par le cœur mais également par le rein comme des substrats énergétiques de qualité. Ça induit une certaine uricosurie, donc ça va diminuer l'acide urique. Ça va également augmenter l'hématocrite, on va y revenir. Mais par ailleurs, outre l'effet sur la glucosurie va entraîner une diurèse osmotique bien évidemment. Et également, je vous rappelle que c'est des sodium-glucose cotransporteurs, ça va induire une certaine natriurèse, en tous les cas en début de traitement. Et tout ça, bien évidemment, va induire des effets hémodynamiques à côté des effets métaboliques. On a déjà cité la diminution de la pression artérielle, surtout systolique. Il y a des études qui ont montré que ça diminuait la rigidité artérielle. Et il y a des études, beaucoup d'études, qui ont montré également que ça diminuait le volume plasmatique. Et donc, en diminuant le volume plasmatique, on peut imaginer que dans le cas de patients avec une insuffisance cardiaque, par exemple, ça peut jouer un rôle important. Donc, on a à la fois des effets métaboliques, des effets hémodynamiques, et tout ça peut se conjuguer, se combiner pour avoir un effet protecteur au niveau du cœur. C'est ce qui avait d'abord été analysé. Et puis, au niveau du rein, bien évidemment. Et voici un papier de Ralph de Fronzo, je le cite parce que c'est un papier dans Nature Review Nephrology, qui est un très beau papier, très bien illustré par ailleurs.
Et par ailleurs, Ralph de Fronzo, pour la petite histoire, en 83, avait publié un papier dans American Journal of Medicine sur la physiopathologie du diabète de type 2. Et jusqu'en 83, moi, je m'intéressais surtout au diabète de type 1, avec les pompes à insuline, etc. Et quand j'ai lu le papier de Fronzo en 83 dans l'American Journal of Medicine, qui est un super papier, j'ai été vraiment séduit par cette approche physiopathologique et je me suis dit que j'allais virer de bord, abandonner un peu le diabète de type 1, me consacrer au diabète de type 2, d'abord sur le plan de la physiopathologie, et puis j'ai été un peu chanceux, si je puis dire, puisqu'à partir de 2000, on a vu éclore toute une série de nouveaux médicaments dans le diabète de type 2, et il se fait qu'à partir de 2000 également, j'étais devenu le prof de pharmacologie, et donc je parvenais à combiner à la fois la diabétologie et la pharmacologie, en tous les cas dans mon approche de recherche. Je ne vais pas détailler cette diapositive puisqu'elle reprend exactement ce que je viens de vous dire, mais je voulais juste vous la montrer pour raconter l'anecdote d'une part et pour vous dire que cette revue est parfaitement illustrée. Et voilà une autre illustration, toujours dans la même revue de Fronzo. C'est tiré en fait d'un papier de Tcherney que plusieurs d'entre vous connaissent. En tous les cas, je sais bien que Pierre Delaney le connaît bien, Jean-Marie Krasinski aussi. Tcherney avait publié dans Circulation, je crois que c'était en 2016, un papier qui montrait que chez les sujets diabétiques, il y avait une hyperfiltration, notamment dans le diabète de type 1, c'est un papier dans le diabète de type 1, il y avait une hyperfiltration, donc une augmentation de la GFR par une augmentation de la pression intraglomérulaire, et que quand on donnait évidemment un inhibiteur du système rénine-angiotensine, comme vous savez, vous allez dilater l'artériole efférente et donc vous allez réduire la pression intraglomérulaire, tandis qu'avec les SGLT2 inhibiteurs, semble-t-il qu'on va plutôt vasoconstricter l'artériole afférente et donc vous allez également avoir une diminution de la pression intraglomérulaire. Alors je sais que certains qui connaissent très bien la littérature, donc Pierre Delaney va me dire oui, mais certains auteurs ont montré qu'il y avait également une vasodilatation au niveau de l'artériole afférente. C'est un papier qui l'a montré, je crois que ça doit être vérifié, mais toujours est-il qu'on aboutit finalement, quel que soit le mécanisme, à une diminution de la pression intraglomérulaire et ça a probablement joué un rôle important. Et avec Pierre, on avait publié en 2019 un article de revue dans Expert Opinion en pharmacothérapie sur les moyens de prévenir l'évolution de la maladie rénale. Et on avait publié ce graphique qui vous reprend la situation d'un sujet normal, d'un sujet diabétique de type 2, et puis d'un sujet qui reçoit un inhibiteur des RAS et un sujet qui reçoit un inhibiteur SGLT2. Et comme vous imaginez, si on combine les deux, c'est-à-dire un inhibiteur du système rénine-angiotensine et un inhibiteur de SGLT2, c'est la partie droite de la figure, vous allez combiner les deux effets que je viens de vous décrire sur les artérioles afférentes et efférentes, vous allez réduire la pression intraglomérulaire et donc vous allez bénéficier de toute une série d'effets positifs dans le domaine. Et c'est intéressant à le noter parce que je ne le signalerai pas plus tard, mais tous les papiers que je vais vous montrer avec les essais cliniques, les patients qui étaient enrôlés, dans 80% des cas, ils recevaient un inhibiteur du système rénine-angiotensine. Donc l'effet a été surajouté sur l'effet de l'inhibition du système rénine-angiotensine avec les SGLT2 inhibiteurs. Alors l'utilisation en cas d'insuffisance rénale de ces SGLT2 inhibiteurs, j'en ai déjà un petit peu parlé, de nouveau deux publications, une de 2015 que je ne vais pas détailler, mais c'est l'encadré en bleu qu'il faut regarder, qui est un résumé de ce papier. Eh bien en fait la pharmacocinétique est peu altérée en cas d'insuffisance rénale chronique, d'insuffisance rénale chronique, jusque 30 millilitres par minute, il y a très peu. Ce n'est même pas doublé les taux plasmatiques, il n'y a pas d'effet indésirable lié à ce doublement. Par contre, en ce qui concerne la pharmacodynamie, comme je viens de le dire, il y a une réduction de la glucosurie, donc plus vous avez un GFR diminué, plus la glucosurie va diminuer, et donc plus l'effet antihyperglycémiant va diminuer, et c'est surtout très marqué à partir du stade 3B. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous rappelle quand même que ces médicaments au départ ont été développés comme des antidiabétiques, donc comme des antihyperglycémiants. C'est la raison pour laquelle ces médicaments, dans les notices toujours pour le moment, ne peuvent pas être prescrits initiés si la GFR est en dessous de 60. Pourquoi? Parce qu'on considérait à l'époque que
l'effet antihyperglycémiant ne valait pas la peine, était diminué et ne parvenait pas à être compétitif par rapport à ce qu'on connaissait déjà avec les autres médicaments. Alors maintenant, on retourne sa veste, on le verra à la fin de mon exposé. Et bien évidemment, ce n'est pas l'effet antihyperglycémiant qui nous intéresse tellement avec les inhibiteurs de SGLT2, c'est la protection rénale, la protection cardiovasculaire et la protection contre l'insuffisance cardiaque. Point de vue sécurité, on n'avait pas montré de différence chez les gens qui avaient ou non une insuffisance rénale chronique. Et donc, par contre, il y avait déjà des données qui suggéraient, déjà en 2015, que ça pouvait probablement prévenir la progression vers l'insuffisance rénale terminale. Alors, juste une petite anecdote également, il se fait que même dans les années 2010-2015, je participais à un board international avec une firme que je ne vais pas citer, mais qui était investie dans les SGLT2 inhibiteurs. Et il y avait des réunions entre des néphrologues et des diabétologues à l'époque, puisque les néphrologues, on les invitait parce que c'est un mécanisme rénal, et les diabétologues, parce que c'est un antidiabétique. Et la grosse question à l'époque, c'était est-ce que ces médicaments ne sont pas toxiques pour le rein? Pourquoi? Parce que les premiers essais cliniques, comme vous le savez, ça ne dure que quelques semaines. Et après quelques semaines, on y reviendra dans quelques minutes, eh bien, la GFR diminue. Et donc, Nick de Zeeuw, par exemple, un Hollandais que vous connaissez bien, probablement très actif dans le domaine de la néphrologie, faisait partie de ce board international. Il a attiré notre attention sur le fait que cette GFR qui diminue chez des patients diabétiques sujets de faire une néphropathie diabétique, évidemment, c'est un peu alarmiste ou alarmant. Et donc, on a passé des heures à discuter est-ce que cette chute de la GFR est problématique, oui ou non, et on s'aperçoit finalement que ça ne pose pas de problème. Alors, j'ai publié un autre papier l'année passée qui reprend un peu la même chose, mais qui est actualisé sur l'efficacité et la sécurité des SGLT2 inhibiteurs chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique. J'ai repris un tableau ici qui vous reprend des sujets normaux au-dessus de 90 ml par minute de GFR, entre 60 et 90, entre 30 et 60 et en dessous de 30. Et vous avez toutes les glyphosines qui sont reprises ici. Et vous avez deux paramètres que l'on mesure, l'AUC, c'est-à-dire le paramètre pharmacocinétique, l'air sous la courbe, et l'UGE, c'est l'expression urinaire de glucose, en grammes par 24 heures. Alors, pour faire simple, vous n'avez pas besoin de détailler le tableau et me faire confiance. La diminution progressive du DFG n'entraîne qu'une augmentation modérée, c'est ce qui est mis en bas de la diapositive, de l'exposition à la glyphosine. Donc, l'AUC n'augmente que modestement. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ajustement posologique nécessaire. Pour la canagliflozine, néanmoins, on propose de donner plutôt 100 mg que 300 mg quand il y a une insuffisance rénale. Mais par ailleurs, et on le voit bien, l'expression urinaire de glucose sur les 24 heures diminue progressivement et de façon quasi linéaire. Regardez la première ligne ici pour la canagliflozine, deuxième ligne UGE, 51 grammes de glucose éliminé en 24 heures au-dessus de 90, 51 entre 60 et 90, 21 c'est exprimé en pourcentage, 21% de l'excrétion de départ avec entre 30 et 60 et 9% si on tombe en dessous de 30. Donc vous voyez on peut faire le même exercice pour toutes les glyphosines. C'est un peu logique. Si vous avez une GFR qui est diminuée de façon importante, vous avez une réduction de l'excrétion urinaire de glucose. En ce qui concerne le safety, puisque ce papier considère également la safety, on y reviendra tout en fin d'exposé par une ou deux diapositives. Mais juste à votre niveau, ce qui est intéressant, et ce qu'on craignait au départ d'ailleurs, c'est les infections urinaires, notamment les pyélonéphrite. Vous avez ici les quelques grands essais cliniques sur lesquels on va revenir dans quelques minutes. Et vous voyez qu'en termes d'infections urinaires, que ce soit les cystites ou a fortiori les pyélonéphrite, il n'y a pas de différence significative entre le groupe placebo et le groupe canagliflozine ou empagliflozine ou dapagliflozine par exemple. En ce qui concerne les infections génitales, par contre, le risque est multiplié par 4 à 5 environ. C'est plus fréquent chez la femme que chez l'homme, mais en général, ce n'est pas des infections génitales extrêmement sévères. Vous avez peut-être entendu parler de la fameuse gangrène de Fournier, mais finalement, c'est des cas tout à fait exceptionnels et la relation de cause à effet avec les inhibiteurs de SGLT2 n'est pas démontrée. L'autre truc qui est surligné, c'est un peu plus bas sur la diapositive, c'est qu'il y avait un risque potentiel de faire développer une insuffisance rénale aiguë.
essentiellement par une réduction du volume plasmatique, par exemple. Hein, si vous avez une hypoperfusion rénale, vous connaissez bien ça, surtout chez les sujets qui prenaient par exemple des IEC ou des Artans, ou des sujets qui prenaient des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et d'ailleurs, il y a eu quelques case reports qui ont été publiés avec des insuffisances rénales aiguës. Ça a attiré l'attention de la FDA, et la FDA avait, je crois d'ailleurs, a toujours maintenu un warning, donc un avertissement pour les médecins sur la possibilité de voir se développer une insuffisance rénale aiguë avec ces traitements. Et bien, dans les essais cliniques, en tous les cas, vous voyez ici de nouveau les valeurs. Il n'y a pas de différence significative, et s'il y a quelque chose, c'est plutôt une tendance d'avoir moins d'insuffisance rénale aiguë chez les sujets qui sont traités par un inhibiteur des SGLT2. Pour les autres effets indésirables, on y reviendra tout à la fin. Donc finalement, pour conclure cette partie, l'utilisation des glyphlosines, la cana, la DAPA et l'empagliflozine, eh bien, donc, comme je l'ai dit, on les initie lorsqu'on est au-dessus de 60. On peut les maintenir jusqu'à 45, et puis normalement, en dessous de 45, on doit actuellement les interrompre. En tous les cas, dans la notice officielle. Par contre, dans les guidelines qui sont maintenant publiés, on peut aller jusqu'à 30, mais ce n'est pas encore officiellement reconnu ni par l'EMA. En tout cas, pas par l'EMA, c'est peut-être reconnu par la FDA tout récemment. Alors, on en arrive maintenant à la partie la plus importante, qui sont les résultats des grands essais cliniques de prévention. Et en fait, on a 3 grands essais cliniques qui ont été publiés en fonction des populations étudiées. Les premiers essais, c'est les essais à visée de sécurité cardiovasculaire, je vous en ai parlé. Donc, on a inclus des patients à haut risque cardiovasculaire, soit qui avaient systématiquement déjà présenté une maladie cardiovasculaire, c'est EMPARECT OUTCOME par exemple, ou bien qui avaient présenté une maladie cardiovasculaire pour plus ou moins la moitié des cas, et l'autre moitié, c'était des patients qui cumulaient plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. 4 grands essais cliniques sur lesquels on va revenir, EMPARECT OUTCOME, CANVAS, DECLARTIMI et VERTIS-CV, tous publiés dans le New England Journal of Medicine. La deuxième grande catégorie, c'est des patients avec une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection du ventricule gauche diminuée. 2 grands essais cliniques publiés actuellement, l'année passée, DAPA-HF avec la dapagliflozine et EMPEROR reduced pour diminution de fraction d'éjection. Il y a un autre EMPEROR preserved qui est toujours en cours et dont on espère avoir les résultats l'année prochaine. Ou en fait, cette année-ci, je ne saurais plus dire exactement quand ça va se terminer. Alors, ces 2 études, c'est intéressant parce que vous voyez qu'ils ont recruté des patients avec ou sans diabète de type 2. Donc, la moitié des patients, pratiquement, n'avaient pas de diabète de type 2 dans cette étude. Et je vais déjà déflorer le sujet, mais pour vous dire qu'il n'y a pas de différence dans l'effet protecteur, que l'on soit diabétique ou pas. Et puis, les essais chez les patients qui avaient une maladie rénale, il y en a 3 que j'ai repris ici, CREDENS avec la canagliflozine, DAPA-CKD avec la dapagliflozine, et un autre qui est en cours actuellement, EMPACT-KIDNEY, qui est avec l'empagliflozine. Il y a un autre essai clinique qui a été publié dans New England il y a quelques mois, avec la sotagliflozine, mais la sotagliflozine est un inhibiteur des SGLT2 qui n'arrivera probablement pas sur le marché, et donc je ne vais pas en parler, mais les résultats sont concordants par rapport aux autres essais cliniques. Alors, on va les développer. Et le premier qui a été publié, c'est à gauche de la diapositive, c'est EMPARECT OUTCOME, donc avec l'empagliflozine chez des patients qui avaient tous une maladie cardiovasculaire établie ou en tous les cas qui avaient fait soit un accident, soit qui avaient démontré une athéromatose par exemple avec une coronarographie ou une artériographie périphérique. Donc le primary endpoint de tous ces essais cliniques cardiovasculaires, c'est ce qu'on appelle le triple MACE. Donc le MACE, c'est pour Major Cardiovasculaire Adverse Event, donc c'est des effets cardiovasculaires majeurs. Le triple, c'est quoi? C'est la mortalité cardiovasculaire, les infarctus non mortels et les AVC non mortels. Alors, si on prend ce triple MACE, vous voyez que le hazard ratio est à 0,86, donc une réduction de 14%, mais qui, heureusement, était significative en termes de supériorité. Vous voyez que le P n'est pas miraculeux, mais 0,04, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir analyser les critères secondaires. Et les critères secondaires, ils sont repris en bas sur la diapositive, en bas à gauche. C'était la réduction de la mortalité cardiovasculaire, moins 38%, P plus petit qu'A pour 1000. Mortalité toute cause, moins 32%, P plus petit qu'A pour 1000. Hospitalisation pour insuffisance cardiaque, moins 35%, P égale 2 pour 1000.
et les renal outcomes, les heart renal outcomes, c'est-à-dire y compris la progression vers l'insuffisance rénale terminale ou la mort d'origine rénale, moins 39%, P plus petit qu'1 pour 1000. Donc c'est une étude évidemment qui a complètement révolutionné la façon de penser à la fois des cardiologues, mais également des néphrologues et des diabétologues. Et ce qui est intéressant en termes d'evidence-based medicine, c'est que peu après, donc là, dans 2 ans plus tard, on a eu les résultats de l'étude CANVAS, qui est une étude également cardiovasculaire, mais vous voyez en bas à droite qu'il n'y a que 65% des patients, contrairement à 99% dans PAREC, 65% des patients avec une maladie cardiovasculaire athéromateuse. Donc il y a 35% qui n'avaient pas encore de maladie athéromateuse, mais qui cumulaient plusieurs facteurs de risque, hypertension artérielle par exemple, ou bien tabagisme, etc. Donc là, le triple MACE, c'est exactement la même chose, moins 14%, le P est significatif à 0,02. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que les effets sur la mortalité à la fois cardiovasculaire et toute cause n'apparaissent pas. Vous voyez, c'est moins 13%, mais ce n'est pas significatif. Par contre, on a le même ordre de grandeur de la réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, moins 33%, et pour les événements rénaux, moins 40%. Et puis la troisième grande étude, c'est l'étude d'apagliflozine, d'éclartimie 58. Là, il n'y avait plus que 40% des patients qui avaient une maladie athéromateuse. Et on retrouve de nouveau le triple MACE, on est à moins 7%, là c'est pas significatif comme vous voyez, P égale 0,17. Il n'y a pas de réduction de la mortalité ni cardiovasculaire ni toute cause, mais par contre on retrouve toujours les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, moins 27%, et les renal outcomes, moins 47%. Donc si on résume tout ça dans ce tableau, donc qui est repris du papier avec Pierre Delaney dans mars de la revue médicale de Liège. Donc vous voyez les essais cliniques en PAREC, CANVAS, d'éclartimie, et puis une autre Vertis-CV avec l'ertugliflozine, la dernière glyphosine qui vient d'être commercialisée il y a un peu plus d'1 an en Belgique. Les critères cardiovasculaires, donc d'une part les MES, les décès cardiovasculaires et HIC, c'est hospitalisation pour insuffisance cardiaque, et puis les critères rénaux, en fait il y en a 2, suivant que l'on prend le doublement de la créatinine ou pas. En vert, c'est tout ce qui est significatif, et en rose, c'est des tendances, mais qui ne sont pas significatives. Donc, vous voyez que le gagnant de tout ça, c'est Apparent Outcome, qui est vert partout, comme vous voyez. Le perdant, si je puis dire, c'est Vertis-CV, qui n'est vert que pour l'insuffisance cardiaque et pour l'insuffisance rénale chronique, en tous les cas, quand on prend un des 2 critères. Mais ce qui est également, si on prend en termes de pathologie et qu'on raisonne de façon verticale, vous voyez que le HIC, hospitalisation par insuffisance cardiaque, c'est significatif partout. Non seulement significatif partout, mais remarquablement concordant. Comme vous voyez, les hazard ratios varient entre 0,65 et 0,73. Et pour les insuffisances rénales chroniques, par exemple, si on prend le deuxième critère, vous voyez que ça varie entre 0,55, 0,60, 0,53, 0,66, toujours très significatif et extrêmement concordant. Si on prend maintenant, si on résume et qu'on se focalise sur les critères rénaux uniquement, de nouveau les 4 études, en PAREC, CANVAS, d'éclartimie et Vertis, je viens de vous parler des critères composites de la progression de la maladie rénale, c'est les chiffres qu'on vient de voir. Si on prend un critère pur, parce que les critères composites, il faut toujours parfois s'en méfier, parce que parfois une des composantes tire la corde de son côté, donc c'est parfois difficile d'interpréter. Si on prend un critère unique, qui est le doublement de la créatinine, ben vous voyez que les résultats sont assez concordants, il faut bien dire. Et si on prend l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale, également, on a des résultats tout à fait remarquables qui contrastent pour l'insuffisance rénale terminale avec ce qu'on observe avec les agonistes des récepteurs du GLP-1. Donc, on est sur le plan rénal avec des résultats tout à fait remarquables, ce qui explique un peu le titre probablement que vous m'avez proposé, la révolution néphrologique des glyphosines. Alors, on peut se poser la question de savoir est-ce que les événements rénaux sont influencés de façon différente suivant que le malade a ou non une maladie athéromateuse au départ. Je vous ai dit que les essais cliniques avaient recruté ou non des patients qui avaient déjà une maladie cardiovasculaire établie ou pas. Et Zelniker, en 2019, dans le Lancet, a publié une méta-analyse qui est très citée, où il analysait toute une série de paramètres. J'ai repris ici juste le graphique qui divise les patients avec une maladie athéromateuse en haut
ou bien simplement avec des multiples facteurs de risque sur l'évolution de la maladie rénale. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Les deux groupes de patients sont protégés exactement de la même façon. Le hazard ratio moyen 0,56 versus 0,54, c'est exactement la même chose. Donc, qu'on ait une maladie cardiovasculaire établie ou pas, on a une protection rénale identique avec les inhibiteurs de SGLT2. Alors, c'est intéressant ces 4 essais cliniques parce que les résultats rénaux étaient tellement importants que les auteurs, les investigateurs ont publié systématiquement des papiers qui étaient focalisés sur la fonction rénale, et on va en citer quelques-uns. Voici ici, le New England a publié l'année qui avait suivi la publication Princeps dans PAREC, un autre papier focalisé sur la protection de la maladie rénale, et vous voyez une diminution également significative, le hazard ratio 0,61, le P est très significatif, et vous voyez ici avec les courbes de Kaplan-Meier que la protection apparaît relativement tôt, après 1 an en tous les cas, on a une protection qui commence déjà à apparaître avec les deux courbes qui divergent, peut-être même déjà après 6 mois. On y reviendra, c'est encore plus marqué avec l'insuffisance cardiaque. Et dans ce papier, donc, qui était publié par Wanner en premier auteur dans New England, il reprend le tableau classique avec tous les paramètres rénaux que vous connaissez bien. On ne va peut-être pas les détailler de façon systématique, mais vous voyez que quel que soit le paramètre rénal, ceci est une espèce de présentation de type méta-analyse. La ligne verticale, comme vous savez, de 1, c'est la ligne de neutralité. Tout est déplacé vers la gauche, donc tout est en faveur de l'empagliflozine, quel que soit le critère qui est repris. Il y en a un seul qui est au milieu, comme vous voyez, parfaite neutralité. Et c'est l'incidence de la microalbuminurie, donc les patients qui vont développer une albuminurie alors qu'ils n'étaient pas albuminuriques au départ. Donc, ils n'avaient pas de microalbuminurie au départ. Est-ce que l'empagliflozine, dans les 3 ans de suivi, diminue significativement la proportion de patients qui va évoluer vers une albuminurie? Eh bien, non. C'est peut-être expliqué uniquement par le fait que la durée de suivi chez des gens normo-albuminuriques n'est peut-être pas suffisante pour pouvoir le mettre en évidence. Alors, je vous ai déjà parlé de la chute de la GFR dans les premières semaines de traitement. Voilà repris dans PAREC. Dans PAREC, je ne voulais pas signaler, mais il y avait 2 doses qui avaient été exigées par la FDA, l'empagliflozine 10 mg et 25 mg, comparé au placebo, mais les résultats de 10 ou 25 mg, quel que soit le paramètre considéré, sont exactement les mêmes. Et donc, vous voyez ici ce qui est publié dans New England, une chute de la GFR dans les premières semaines, chute de la GFR qui était inquiétante, comme je vous l'ai dit au départ, mais finalement, c'est ce qu'on observe, comme vous le savez, avec les inhibiteurs du système rénine-angiotensine. C'est purement fonctionnel. Mais vous voyez que lorsqu'on assure le suivi pendant 3-4 ans, vous avez après une stabilisation avec la glyphosine, alors qu'on connaît, vous connaissez bien évidemment cette chute irrémédiable, irrévocable sous placebo, de telle sorte qu'à la fin, eh bien, il y a une différence significative en faveur de l'empagliflozine par rapport au placebo. Et par ailleurs, dans cette étude en PAREC, ils ont fait également un washout de 1 mois plus ou moins chez les sujets qui avaient reçu la glyphosine. Et les sujets qui avaient reçu la glyphosine, quand on arrêtait la glyphosine, vous voyez que la GFR remonte encore puisque on va finalement récupérer ce qu'on avait perdu au départ par l'effet purement fonctionnel, tandis que dans le placebo, bien évidemment, on arrête le placebo, il ne se passe rien de spécifique. Et donc cet effet a été remarquablement retrouvé dans toutes les études. Voici les 3 études principales, c'est-à-dire en PAREC, Canvas et Declartimi. Vous voyez qu'on retrouve exactement le même type de scénario, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas du hasard et que c'est vraiment quelque chose qui est hautement reproductible. En termes de médecine factuelle, évidemment, c'est extrêmement important. Alors dans PAREC, ils sont également intéressés de savoir s'il y avait un effet, notamment sur l'albuminurie. Ici, le paramètre qu'on étudie, c'est l'albuminurie rapporté à la créatinine urinaire. Chez les gens qui avaient une normale albuminurie au départ, donc vous voyez que ça diminue un petit peu quand même, mais ce n'est pas très intéressant ou pas très spectaculaire en tous les cas. Chez les sujets en bas à gauche qui avaient une microalbuminurie, on voit qu'on améliore considérablement la microalbuminurie dès le départ, dès les premières semaines, et c'est maintenu au long cours. Et chez les sujets qui avaient une macroprotéinurie également, vous voyez des sujets qui avaient de l'ordre de 900 mg par gramme de créatinine au départ, eh bien ça s'effondre au moins de moitié et ça se maintient au long cours. Donc ça confirme que c'est un effet
positif sur l'albuminurie, en tous les cas, la micro et la macro-albuminurie. Et dans le même papier, c'est un papier qui a été publié dans Lancet Diabetes Endocrinology en 2017, ils ont repris les patients en fonction de la présence d'une normale albuminurie, d'une micro, d'une macro, mais ils ont également fait ça en fonction de la GFR de départ. Les patients qui ont une macroprotéinurie, évidemment, ils ont une GFR en général plus basse, comme vous savez. Et vous voyez que chez les gens qui avaient une GFR pratiquement normale, on retrouve toujours le même effet avec la protection au long cours, mais qui n'est pas extrêmement spectaculaire. Mais par contre, les sujets qui étaient déjà avec une insuffisance rénale avec un 65-67 millilitres de clairance de GFR, vous voyez qu'on retrouve un effet beaucoup plus spectaculaire avec la dégradation progressive sous placebo et la stabilisation relative en tous les cas avec l'empagliflozine. Dans Canvas, on retrouve exactement la même chose. Je n'ai repris ici que le tableau, donc c'est un papier également centré sur les événements rénaux qui a été publié également dans New England. Donc vous voyez que le New England a été tellement intéressé qu'ils ont publié l'étude Princeps d'abord, et puis l'étude concernant l'insuffisance rénale ou la progression rénale. Et vous avez repris ici de nouveau les effets sur la protéinurie. Vous avez une réduction très significative, hazard ratio à 0,73, donc moins 27%, très significatif. Et le composite endpoint, comme vous voyez, est également très significatif. Et dans canagliflozine également, on voit ici la courbe actuarielle. En termes de progression de l'albuminurie, vous avez également un effet qui est tout à fait significatif, et également le composite endpoint qui reprend donc là, je vais peut-être le détailler juste ici, 40% de réduction de la GFR, la nécessité de recourir à une thérapie de remplacement, donc soit une dialyse, soit une transplantation rénale, ou la mort d'origine rénale. En tant que diabétologue ou même les cardiologues, on se pose toujours la question, c'est quoi une mort d'origine rénale? Ça, peut-être bien que vous pourriez me l'expliquer par la suite, parce que, comme vous savez, ils meurent surtout de maladies cardiovasculaires, vos pauvres insuffisants rénaux qui sont au stade terminal. Et dapagliflozine a montré la même chose. Ici, c'est un papier également publié ça c'est la publication originale de 2019, et donc il reprend le paramètre rénal composite. Là, vous voyez qu'il faut attendre peut-être un peu plus longtemps, mais qu'on arrive finalement à une réduction également de 25% du critère composite. Et quand on reprend dans cette étude d'éclartimie les différents critères, tout va toujours plus ou moins dans le bon sens. Le critère qui est le plus spectaculairement amélioré par rapport à tous les autres critères, y compris les autres critères vasculaires, cardiovasculaires, c'est le critère rénal. Donc on voit bien que le rein, la protection rénale joue un rôle majeur avec ces différentes molécules. Et donc, dans l'éclartimie, on reprend exactement la même chose. Donc, de nouveau, le critère composite que je viens de vous montrer, qui est repris ici au-dessus, et puis les critères isolés, et notamment, par exemple, la projection vers l'insuffisance rénale terminale. Vous voyez une réduction très importante, avec un intervalle de confiance plus élevé, plus grand, plus large, évidemment, puisqu'il y a moins d'événements. Et quand on voit le dernier paramètre, la mort d'origine rénale ou l'insuffisance rénale terminale, vous avez également une réduction de 60%, qui est hautement significative également. En dans d'éclartimie, il y a un papier qui vient de paraître également dans Lancet Diabetes Endocrinology, où ils ont comparé ça en fonction de Kaplan-Meier, du critère composite. D'une part, c'est le A, en fonction de la diminution de la GFR de façon soutenue, au moins de 40% de moins, et pour descendre en dessous de 60, qui était le deuxième critère, ça c'est le C, et le B, en fait, c'est, donc le A, c'était le composite cardio-rénal outcome, le premier outcome de cette étude d'éclartimie, c'était un critère cardio-rénal, donc là où on testait également la mortalité cardiovasculaire. Le B, c'est la même chose, mais sans la mortalité cardiovasculaire, pour avoir un critère purement rénal. Et le C, comme je viens de vous le dire, c'est le critère, je dirais, purement néphrologique en termes de fonctionnalité, donc diminution de la GFR d'au moins de 40%, tombant en dessous de 60, et vous voyez que pour tous les cas de figure, après plus ou moins 2 ans de suivi, les courbes se divergent nettement et on a une protection qui est démontrée. Et on retrouve cette protection, je ne vais pas détailler ça pour gagner un peu de temps, mais on retrouve cette protection avec cette allure un peu biphasique,
dans toute la population, mais également dans les 3 populations avec un GFR au départ au-dessus de 90, entre 60 et 90 et en dessous de 60. Donc, si on veut reprendre maintenant de nouveau la méta-analyse de Zellniker dans le Lancet, et je vous ai déjà montré tout à l'heure la même méta-analyse, mais en fonction de la présence ou non d'une maladie cardiovasculaire. Ici, c'est en fonction de la GFR. Donc, il a repris les patients qui avaient une GFR en dessous de 60, entre 60 et 90 et au-dessus de 90. Et vous voyez que, quels que soient les cas de figure, c'est toujours protecteur. On va regarder les losanges, c'est toujours protecteur. Mais s'il y a quelque chose, on a l'impression qu'en tous les cas, en réduction relative, la protection est peut-être un peu plus importante chez les gens qui ont une fonction rénale qui est encore conservée au départ. Beaucoup avaient une protéinurie, notamment dans l'étude Credence qu'on va développer dans quelques minutes. Mais donc, ça se vérifie, quelle que soit la GFR de départ, avec peut-être un effet un peu plus marqué, même lorsque la fonction rénale est normale, ce qui indiquerait qu'on aurait peut-être intérêt, chez les gens à haut risque en tous les cas, avec une protéinurie, de les introduire très précocement. C'est ce qui est repris exactement ici, donc c'est la même analyse de Zellniker, donc on l'a repris avec Pierre Lenalney dans notre papier de la revue médicale de Liège. La partie inférieure composite rénale, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc 0,44 si on est en hazard ratio, si on est au-dessus de 90, 0,56 et 0,67. Vous voyez que le P d'interaction est significatif. Donc il y a une tendance à avoir une protection relative, en tous les cas meilleure, si on a un IGFR au-dessus de 90. Et pour les MES, il n'y a pas de différence. Le P, il n'y a pas d'interaction. Mais vous voyez que pour les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est les patients qui ont une GFR la plus basse qui vont être protégés le mieux. Et les patients qui ont une GFR superbe, vous voyez qu'ils sont relativement peu protégés. Et c'est d'ailleurs pas significatif. Et le P d'interaction est très important. Donc, je suis en train personnellement d'analyser ça, cette différence de sens, si je puis dire, entre la fonction rénale d'une part et la protection contre les insuffisances cardiaques. Je suis en train de travailler sur un papier à publier dans les prochains mois, j'espère, dans ce domaine-là. Donc, ceci, je crois, oui. Donc, ceci est un sous-groupe de patients qui ont une DGFR, une DFG inférieure à 45. Il faut savoir que ces patients, il y a dans ces études cliniques, on pouvait introduire jusque 30. Donc, il y a toute une série de patients qui ont été introduits avec des GFR entre 30 et 45. Donc, hors critères de remboursement, fatalement en Belgique, et hors critères d'indication officielle, comme je vous l'ai dit. Eh bien, on s'aperçoit que ces patients qui ont une DFG en dessous de 45, eh bien, ils ont une protection également qui est tout à fait persistante. Et donc, il n'y a pas, si l'objectif c'est de protéger le rein, il n'y a aucune raison de ne pas prescrire ces médicaments, même chez les gens qui ont en dessous un DFG en dessous de 45. Donc, ceci termine la grande partie sur tous les événements, les grandes études cardiovasculaires au sens large du terme. Et maintenant, on va se focaliser sur 2-3 diapositives sur les études avec insuffisance cardiaque. Il y a donc 2 études, DAPA-HF, publiées dans New England en 2020, en mars 2020, Emperor Reduce, publié dans New England en octobre 2020, et je n'ai repris ici qu'une méta-analyse qui a été publiée dans Lancet par Zanat, et qui est un cardiologue français de Nancy, je crois. J'ai repris juste cette méta-analyse parce que pour gagner un peu du temps, et je vous ai surligné ici, juste pour votre information, l'IGFR de ces patients avec une insuffisance cardiaque, fraction d'éjection réduite, et ils ont une IGFR aux environs de 62-65 millilitres par minute environ, donc et avec une IGFR, donc l'IGFR, voilà, et vous voyez que tous ces patients recevaient pour une large majorité des inhibiteurs du système rénine-angiotensine et d'autres médicaments que l'on donne dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et en fait, j'ai repris dans cette méta-analyse quelques paramètres que j'ai repris. On va se focaliser sur le bas de la diapositive qui vous reprend donc l'événement rénal composite habituel. Donc c'est en général, comme je vous l'ai déjà dit, diminution de la fonction rénale de l'ordre de 40% au doublement de la créatinine, évolution vers l'insuffisance rénale terminale et mort d'origine rénale.
Et vous voyez que chez ces patients qui étaient des insuffisants cardiaques au départ, eh bien, on retrouve bien évidemment, le contraire aurait été étonnant, on retrouve la protection rénale chez ces sujets. On retrouve également le primary outcome, qui est donc la mortalité cardiovasculaire ou les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. On retrouve également, en tous les cas, pour une des deux études, une diminution nette de la mortalité cardiovasculaire et également pour DAPA-HF, en tous les cas, une réduction de la mortalité toute cause. Et si on poule les deux, également, la mortalité toute cause est réduite de façon significative. Donc, je suis ici pour vous dire que chez les sujets avec une insuffisance cardiaque, eh bien, le critère rénal composite est réduit également de 38%. Et ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que ces deux études avaient inclus des patients non diabétiques. Et cette diapositive vous résume les résultats de ces deux études avec diabète ou sans diabète. Et vous voyez que la réduction finale en termes ici de l'événement, c'est le primary outcome. Je n'ai pas les données pour les événements rénaux, mais j'imagine que c'est fort la même chose. Pour le primary outcome, qui est donc la première hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès cardiovasculaire, vous voyez qu'on a une réduction de 25%. Dans les deux groupes, il n'y a aucune différence que l'on soit diabétique ou non diabétique. Et maintenant, si on refait la même analyse en termes de GFR, si on reprend les patients avec une GFR en dessous de 60 ou au-dessus de 60 chez ces insuffisants cardiaques, ben vous voyez que de nouveau, pour le primary outcome, c'est le même primary outcome, il n'y a pas de différence, qu'on ait une GFR basse ou une GFR haute, il n'y a pas de différence significative en termes de protection contre le primary outcome. Et puis on en arrive à deux études qui sont purement rénales. La première, vous la connaissez certainement parce qu'elle a été publiée déjà en 2019. Elle a été largement divulguée et discutée, j'imagine également dans le cercle néphrologique. C'est l'étude Credence, donc avec la canagliflozine, publiée dans New England. Et ce sont des patients qui avaient une fonction rénale avec un GFR de départ en 30 et moins de 90. Mais qui avaient tous une albuminurie, et vous voyez que l'albuminurie devait être au-dessus de entre 300 et 5000. Donc, c'est des patients qui avaient une albuminurie assez importante. Vous avez ici en bas à droite le GFR de départ qui est de l'ordre de 56 millilitres par minute en moyenne. Et vous voyez la médiane de l'albuminurie rapportée à la créatinine. On est aux environs de 930. Donc, c'est des patients franchement protéinuriques. Et cette étude a démontré également ce qu'on avait déjà vu avec les autres essais cliniques, le primary outcome qui comprenait à la fois un critère rénal mais un critère de mortalité cardiovasculaire, réduction de 30%, la fonction rénale terminale, réduction de 32%, les mortalités par maladie cardiovasculaire de 22%, mortalité toute cause, moins 17%, la dialyse, la transplantation rénale ou la mort d'origine rénale, moins 28%, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que le critère rénal composite habituel, moins 34%. Donc, on retrouve exactement ce qu'on trouvait déjà, ce qu'avaient suggéré les autres essais cliniques. Et donc, dans Canvas, voici les deux graphiques qui vous montrent la réduction de l'albuminurie. Donc, réduction nette, mais on ne parvient pas à la négativer, malheureusement. Donc, il y a de la place encore pour trouver d'autres moyens d'améliorer encore la situation. Mais vous voyez que ça se maintient parfaitement au cours du temps. Et on retrouve bien évidemment l'évolution biphasique de la GFR, comme je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Et donc, ceci reprend dans Credence. On ne va pas le détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais faites-moi confiance et vous voyez que pour tous les critères rénaux pratiquement, eh bien, vous avez des P très significatifs. Donc, ça confirme, quel que soit le critère rénal utilisé, que la molécule est active chez les patients diabétiques de type 2, avec un GFR de départ en 30 et 90, et avec une protéinurie au-dessus de 300 et jusqu'à 5000. Et puis, la dernière étude dont je vais vous parler, c'est l'étude DAPA-CKD qui a été publiée dans New England fin de l'année passée, donc vous la connaissez peut-être moins. Certains d'entre vous, ça reprend un peu les critères. Donc ici, les IGFR, c'est entre 25 et 75, donc des patients qui ont une insuffisance rénale plus importante également.
également protéinurique avec un rapport albumine sur créatinine au moins au-dessus de 200. On excluait toute une série d'autres pathologies que vous avez reprises ici. L'intervention, c'est la dapagliflozine 10 mg versus un placebo. Le follow-up médian, c'était 45 mois. C'était une étude event-driven. Et le primary outcome, c'était de nouveau un critère cardio-rénal, c'est-à-dire la mortalité cardiovasculaire ou rénale, ou bien une réduction de 50%, ici c'était encore plus sévère, de l'IGFR, ou bien l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale. Donc voici le design de l'étude. Bon, on n'a pas beaucoup d'intérêt à discuter de ça. Je crois que ça coule de source. L'étude en parallèle, bien évidemment. Juste peut-être signaler, grande étude, hein, c'est une étude de 4000 sujets, 4300 sujets, suivis par dans une moyenne, une médiane de 2,4 années. Voici les caractéristiques de la population étudiée. Vous voyez que les patients diabétiques de type 2 représentaient 2/3 de la population. Donc, dans cette étude-là, il y avait également 1/3 de la population qui n'était pas diabétique de type 2. Je vais y revenir. La pression artérielle systolique était bien contrôlée, en tous les cas 137. L'IGFR moyen était de 43, donc plus bas que dans Credence, où elle était de 56, si je me souviens bien. Et par contre, l'albuminurie était du même ordre de grandeur. On était exactement dans le même ordre de grandeur avec 960 dans Credence. De nouveau, l'immense majorité des patients étaient déjà sous inhibiteurs du système rénine-angiotensine. Donc, 2/3 des patients étaient diabétiques, et bien évidemment, chez ces patients diabétiques, l'origine de l'insuffisance rénale était pour la plupart une néphropathie diabétique, en 86% des cas. Et chez les 1400 sujets qui n'étaient pas diabétiques, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils avaient une insuffisance rénale? Alors, ils avaient une insuffisance rénale d'origine ischémique, ou en tous les cas la néphrangosclérose liée à l'hypertension artérielle, par exemple, dans 35% des cas, ou une glomérulonéphrite chronique dans 43% des cas, et puis il y avait d'autres étiologies plus diverses qui étaient également répertoriées. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? On ne va pas faire un long discours, c'est exactement la même chose. Donc, si on prend le critère primaire, c'est-à-dire cardio-rénal, réduction de 39%, très hautement significative. Vous voyez que le NNT, donc le nombre de sujets à traiter pour éviter un événement, est de 19, ce qui est remarquablement bas et témoigne de l'efficacité de l'intervention. Et de nouveau ici, si on compare les sujets avec diabète ou sans diabète, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative et à la limite, la tendance, c'est que les sujets sans diabète bénéficient presque peut-être mieux de l'intervention que les sujets avec diabète. Il y a un recoupement entre les deux et le P d'interaction n'est pas significatif, bien évidemment. C'est intéressant peut-être pour vous également, si on sépare la population en fonction de la GFR, de nouveau, il n'y a pas de différence significative, le P d'interaction n'est pas significatif. Et si on compare en fonction de l'albuminurie en dessous de 100, en dessous de 1000 ou au-dessus de 1000, le P d'interaction n'est pas significatif également. Donc c'est valable, quelle que soit l'origine de l'insuffisance rénale, l'importance de l'albuminurie et l'importance de la dégradation de la fonction rénale au départ. Donc ceci reprend également, ça a confirmé également la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. La différence est très hautement significative, moins 29%, P à 9 pour 1000. La mortalité de toute cause également, P à 4 pour 1000. Et donc on retrouve exactement tout ce qu'on avait déjà vu dans tous les autres essais. Donc si on devait résumer, en ce qui concerne le primary endpoint cardio-rénal, moins 39%, le critère rénal composite, moins 44%, un critère qui est associé à également l'insuffisance cardiaque d'hospitalisation, moins 29%, et mortalité toute cause également, moins 31%. Donc tout ça est très hautement significatif. Et si on compare maintenant Credence et DAPA-CKD, bien vous retrouvez de nouveau une parfaite concordance, et donc c'est toujours rassurant en termes de evidence-based medicine d'avoir des résultats concordants dans deux grands essais cliniques avec deux molécules différentes mais de la même famille, avec des critères d'inclusion qui étaient un peu différents, comme vous avez pu le voir également. Alors très brièvement, parce qu'on pourrait discuter à l'infini, on pourrait faire tout un exposé sur les explications mécanistiques, juste un mot pour dire que déjà en 2018, Insushi avait publié un papier dans Circulation analysant les résultats d'Amparec et montrant que dans Amparec, les résultats
favorable sur la mortalité cardiovasculaire ne dépendait pas du tout de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée en dessous de 7% ou au-dessus de 9% n'influençait nullement le pronostic au niveau de la mortalité cardiovasculaire. Et dans le même papier, il a également analysé l'effet de la réduction de l'hémoglobine glyquée sous traitement. Eh bien, il n'y a pas d'effet significatif non plus. Donc là, ça suggérait déjà que le mécanisme est indépendant de la présence d'une hyperglycémie ou de la correction d'une hyperglycémie. Évidemment, ça a été vérifié dans d'autres essais. Voici un papier publié dans un journal de néphrologie, toujours dans Parent Outcome, où ils se sont intéressés aux événements rénaux cette fois-ci. Ils ont fait exactement la même analyse en fonction de l'hémoglobine glyquée de départ, en haut, ou en fonction de la réduction de l'hémoglobine glyquée. Et vous voyez que pour le paramètre rénal, de nouveau, les P d'interaction ne sont pas significatifs, donc ça ne joue pas de rôle. Et évident, ça ouvre évidemment la porte au fait qu'on a recruté des patients non diabétiques, puisqu'on s'est dit, si l'hémoglobine glyquée de départ ne joue pas de rôle et que la diminution de l'hémoglobine glyquée ne joue pas de rôle, peut-être bien que le diabète ne joue pas de rôle non plus et qu'on pourra avoir des effets concordants chez les non diabétiques, et vous avez pu voir que c'était vérifié. Alors, vous avez déjà vu cette diapositive, donc on peut discuter à l'infini sur les mécanismes qui peuvent être proposés. C'est probablement une combinaison de toute une série de facteurs, à la fois des facteurs métaboliques et des facteurs hémodynamiques. Voici une figure qui est largement reprise dans les présentations publiées déjà en 2016 par Erspink, qui est un Hollandais qui s'est fort intéressé à la problématique. Une figure assez jolie, il faut bien dire, et qui vous explique ici la protection cardiovasculaire essentiellement avec toute une série de mécanismes que je ne vais pas détailler. Et je vous ai rappelé le papier de Chernet publié dans Circulation en 2014 chez le diabétique de type 1 qui vous rappelait que s'il y avait une hyperperfusion avec une hyperfiltration et une augmentation de la pression intraglomérulaire et que grâce aux médicaments, on allait restaurer ce qu'on appelle le TGF, donc le feedback tubuloglomérulaire par un mécanisme que je ne vais pas détailler pour gagner du temps, mais donc il va permettre finalement de réduire in fine, donc de vasodilater l'artériole afférente et de réduire la pression intraglomérulaire et par là de protéger la dégradation de la fonction rénale. Et un papier de Wanner que j'ai repris aussi parce que publié dans American Journal of Cardiology en 2017, et je l'ai repris parce que le titre c'était le point de vue du néphrologue. Déjà en 2017, le néphrologue s'intéressait au problème, comme vous voyez, et donc il expliquait un petit peu la protection rénale et également le mécanisme, la conjugaison, la combinaison de la protection rénale et la protection cardiaque. Et on ne va pas détailler ça, mais vous connaissez bien que entre le cœur et le rein, il y a des interactions extrêmement importantes et on peut imaginer également que pour partie, en tous les cas, l'amélioration de la fonction cardiaque va jouer également un rôle dans la protection de la fonction rénale. Et donc, dans tous les mécanismes proposés, il y en a de multiples. Comme je vous l'ai dit, on pourrait faire tout un exposé rien que là-dessus. Et je voudrais juste attirer l'attention sur un phénomène qui est de plus en plus discuté et qui avait été un peu négligé au départ. C'était une amélioration de l'oxygénation des cellules tubulaires avec un inhibiteur de SGLT2. C'est ce qui est repris ici dans un papier publié dans un journal de néphrologie de nouveau, le Kidney International en 2020, il y a quelques mois, et qui vous reprend les arguments pour dire que dans le diabète de type 2, il y a une demande très importante en ATP suite à l'hyperfiltration, suite à toute une série d'autres mécanismes. Et donc, il va avoir une hypoxie au niveau tubulaire et qu'en donnant un inhibiteur de SGLT2, on va améliorer cette hypoxie, régénérer de l'ATP et finalement, in fine, améliorer la fonction mitochondriale et toute une série d'autres facteurs qui peuvent améliorer la situation. Donc, c'est une des hypothèses qui est actuellement en vogue, mais je peux dire que les hypothèses changent tous les 6 mois avec cette classe de médicaments qui est aux effets multiples, à vrai dire. Alors, on va terminer en quelques mots l'impact sur les nouvelles recommandations. Et de nouveau, un papier qui a été publié en octobre 2020 dans l'American Journal Kidney Disease de Tuttle, qui vous reprend un petit peu la synthèse de toutes les associations qui ont publié des guidelines
et j'ai repris ici en surligné les guidelines de KDIGO. Également, il y a les guidelines de l'American Diabetes Association en association avec l'European Association for the Study of Diabetes, et qui vous reprend la place des ISGLT2 dans l'insuffisance rénale ou de l'insuffisance cardiaque, HF, ou bien dans la maladie athéromateuse. Indépendamment ou non de la metformine, on ne va pas détailler ça ici, et on va juste détailler les effets au niveau rénal et surtout les effets de la KDIGO. Mais avant de parler de KDIGO, je vais juste dire un mot de l'Association européenne de diabétologie et l'Association américaine de diabétologie, qui a complètement retourné sa veste en 2018. Et on avait avec Nicolas Paco écrit un petit article dans la revue médicale de Liège. Vous voyez, changement de paradigme selon le nouveau consensus ADA, c'est American Diabetes Association, et ça c'est l'association européenne, où à partir de 2018, on ne raisonnait plus comme on le faisait avant, c'est la partie droite de la diapositive, en termes de métabolique, je dirais, favoriser, diminuer l'hémoglobine glyquée, évidemment, minimiser les hypoglycémies, favoriser l'amaigrissement, limiter le coût. Maintenant, on raisonne en termes de complications. Si le patient a une maladie athéromateuse prédominante au départ, il faut soit donner un agoniste de GLP1, soit donner un inhibiteur de GLT2. Et si le patient a une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale ou a risque de développer ces deux pathologies, la préférence doit être donnée à un inhibiteur de SGLT2. Alors en 2018, on tenait encore compte de l'hémoglobine glyquée, mais ça vient d'être actualisé en 2020 et maintenant c'est indépendamment du taux d'hémoglobine glyquée actuel ou ciblé. Alors ceci est en porte-à-faux évidemment avec les recommandations, enfin les critères de remboursement en Belgique, puisque vous savez que les glyphosines ne peuvent être introduites que si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7%, comprise en 7 et 9%. Il n'y a plus aucune raison de maintenir ce critère-là, mais on va essayer de le faire changer dans les mois et les années qui viennent. Si je reprends le KDIGO, dans Kidney International, donc vous voyez que maintenant, les inhibiteurs de SGLT2 ont toute leur place dans la protection de la maladie rénale au même niveau que les inhibiteurs du système rénine-angiotensine et recommandé chez la plupart des patients, comme vous le voyez, et qu'il y a une discussion de savoir est-ce qu'il faut maintenir ou non la metformine, et actuellement, en tous les cas, les néphrologues comme les diabétologues considèrent que la metformine garde encore une place, sauf évidemment qu'elle doit être arrêtée en dessous de 30 et a fortiori chez les patients sous dialyse. Mais vous savez peut-être que certaines études sont en cours maintenant, et notamment Lalo, qui travaille avec Debrou à Anvers. Lalo, c'est un diabétologue d'Amiens, collaboration avec Debrou à Anvers, néphrologue que vous connaissez certainement, les plus anciens en tous les cas. Et ils sont en train de faire des études chez le sujet avec une insuffisance rénale relativement avancée, et ils sont convaincus que la metformine est bénéfique également dans cette population. Et si je reprends le KDIGO, vous voyez qu'en termes de recommandations, eh bien, il recommande de traiter les patients diabétiques de type 2 avec une maladie rénale à condition que l'IGFR soit au-dessus de 30. Et la recommandation, c'est une recommandation de type 1A, c'est-à-dire c'est la plus forte recommandation en termes d'EBM. Conclusion et perspective. On a toute une série d'effets positifs, je vous ai repris ici, on a surtout insisté sur la diminution, sur la protection rénale. Il y a probablement également une protection au niveau de la stéatose hépatique, on n'en a pas parlé, mais j'ai également écrit un article là-dessus il y a 2 ans maintenant. Et à côté de ça, le prix à payer, bien, il y a tout ce qui est à droite, on ne va pas développer ça. Je vous ai déjà dit que finalement, les infections urinaires, c'est marginal et le risque est de 1 ou 1,5, mais dans la plupart des études, c'est pas du tout significatif. Infection génitale multipliée par 3 à 6. Déplétion volémique, c'est rare. Les insuffisances rénales aiguës, donc l'acute kidney injury, c'est rare et c'est en général avec des précipitants, des facteurs de précipitation, c'est-à-dire une gastroentérite associée ou bien des anti-inflammatoires qui sont donnés, etc. Il y a un risque métabolique que je n'ai pas mentionné parce que ça vous concerne moins, ça concerne surtout les diabétologues, c'est un risque d'acidocétose qui est multiplié par 2, mais dans le type 2, c'est relativement rare. Et pour tous les autres sur lesquels certains s'étaient plus à mettre en évidence et à alerter la population et les agences réglementaires, les fractures, les LLA, c'est Lower Limb Amputation, qui avait été imputé à la canagliflozine, ça ne s'est pas confirmé. Et la gangrène de Fournier, c'est to be confirmed,
moi je suis persuadé que ça n'a pas de rôle non plus. Donc finalement, le prix à payer est relativement modeste, je dirais. N'empêche, c'est des molécules qui ont un profil de sécurité, un profil d'emploi qui est plus difficile que les gliptines, que les inhibiteurs de la DPP4, donc Januvia et compagnie. Et donc, j'avais repris dans une publication récente en français de médecine des maladies métaboliques. On m'avait demandé, puisque la France, vous le savez peut-être, ne vient d'avoir aucun seul glyphosine, c'est la dapagliflozine qui vient d'arriver en France seulement au printemps 2020. Donc, ils ont eu 4 ans de retard par rapport à la Belgique. Et donc, j'ai été régulièrement invité par les Français à faire à la fois des exposés et des publications pour leur expliquer notre expérience avec les inhibiteurs des GLT2. Et j'avais, dans cet article-là, repris les quelques manifestations indésirables les plus fréquemment rapportées, ou en tous les cas suspectées, comment les éviter, les précautions à prendre, et si elles apparaissent, quel traitement il faut proposer. On ne va pas détailler ça par manque de temps. Et donc, je terminerai en disant, bon, le titre proposé, c'était la révolution néphrologique des glyphosines. Donc, le point actuel sur les inhibiteurs des GLT2, on a publié avec Nicolas Pacaud déjà l'année passée un article que j'avais également intitulé « Une révolution dans le traitement du diabète de type 2 ». Et le sous-titre, c'était « Des antidiabétiques », puisque je vous rappelle que ces médicaments étaient développés comme antidiabétiques, dotés d'une protection cardio-rénale, indépendamment du contrôle glycémique. Et évidemment, c'était inattendu. Et ça révolutionne véritablement les perspectives, puisque maintenant, comme vous le savez, on va utiliser ces médicaments non seulement chez le diabétique, mais également chez le non-diabétique, avec une maladie rénale ou avec une maladie cardiovasculaire ou avec une insuffisance cardiaque. Et dans l'insuffisance cardiaque, on se réjouit de voir ce que ça va donner les patients avec une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, ce qui est dans le diabète de type 2 la proportion la plus importante. Est-ce qu'on va également conserver un effet bénéfique? Les réponses est attendue. Voilà, je vous remercie pour votre invitation et également pour votre aimable attention, et je veux bien répondre à des questions si vous êtes courageux et assez pour en poser. Je vous remercie. Ben voilà, merci Monsieur Chêne pour cet exposé remarquable. Il faut dire que là, on a fait vraiment un parcours complet de l'histoire, je dirais, des inhibiteurs des SGLT2 et un peu de tous les nouveaux antidiabétiques. Et on l'aura tous bien compris, je pense, c'est que ces médicaments qui, moi, quand on me les a présentés pour la première fois dans le traitement du diabète, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça pour un traitement d'aller faire pisser du sucre à un diabétique? Le diabète, c'est pas une histoire de rein, c'est une histoire d'insuline, c'est une histoire d'insulinorésistance, mais contrôler un diabète en faisant pisser du sucre, c'est une hérésie. Enfin, c'était la première réaction que j'avais eue. Et puis, vous avez la même réaction que Pierre Lefebvre, qui vous a donné cours, je crois. Oui, oui. Et Pierre Lefebvre, quand cette classe de molécules est arrivée, il m'a dit, André, je ne comprends plus rien. Moi, quand j'ai commencé la diabétologie, on me demandait de désucrer les urines. Et pendant des années, jusqu'à l'arrivée du contrôle glycémique, je me suis amusé à essayer de désucrer les urines de mes patients diabétiques. Et maintenant, on me propose un médicament qui fait sucrer les urines. Je n'y comprends plus rien. Donc, on l'aura bien compris. En fait, ce ne sont pas des médicaments du diabète, ces médicaments-là, je pense. Et donc, vous l'avez bien démontré et très progressivement pendant tout l'exposé, c'est ça qui était remarquable, je trouve, c'est que ces médicaments, finalement, ont leur place dans des pathologies qui n'ont plus rien à voir avec le diabète, qui sont des maladies cardiovasculaires au sens large, et les maladies rénales dans le sens large. Et là, j'aurais une petite question. Est-ce que, nous avons tous des insuffisants rénaux qui ont des maladies qui progressent, et est-ce que vous auriez un profil idéal de patient pour lequel on serait amené à prescrire un inhibiteur de SGLT2, mais qui ne sont pas diabétiques? Je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore vraiment de données qui permettent de répondre à cette problématique. Une des problématiques, un des critères que l'on peut suspecter, c'est de voir s'il y a une protéinurie, oui ou non. Et en tous les cas, Pierre Delaney, mais il pourra peut-être intervenir s'il veut, Pierre Delaney essaye de me convaincre, je ne suis pas encore tout à fait convaincu, mais essaye de me convaincre que plus il y a une albuminurie importante, plus les SGLT2 inhibiteurs seraient efficaces ou auraient une protection cardiovasculaire et surtout une protection rénale importante.
Donc, ce serait peut-être un critère. On a essayé de faire une analyse de la littérature dans le domaine. Avec les données disponibles actuellement, c'est très difficile de mettre ça en évidence de façon formelle en tous les cas. C'est une piste, mais ce n'est pas encore démontré à mon sens. Autrement, je n'ai pas vraiment de réponse à votre question précise. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, il y a plein de patients insuffisants rénaux qui progressent et qui ont un syndrome métabolique, en fait? Ce sont tous ces gens hypertendus, trop gros, mais qui ne sont pas vraiment diabétiques et qui ont ce profil métabolique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans cette catégorie-là qu'il va falloir aller chercher pour positionner vraiment ce type de médicament? Ou bien est-ce qu'on peut le proposer, par exemple, à un polykystique, quelqu'un qui a une polykystose, mais qui n'a rien d'autre que sa polykystose? Jusqu'à présent, on n'a pas de données spécifiques dans la polykystose. Donc, mais par contre, dans DAPA-CKD, donc il y avait une série de patients qui n'avaient pas de maladie, qui n'étaient pas diabétiques et qui n'avaient pas de néphrangioschlérose. Donc, il y avait d'autres pathologies, mais un nombre limité de patients. Je n'ai pas encore vu publier une sous-analyse de ces patients-là jusqu'à présent. En tout cas, c'est très intéressant. Hein. Ça va bousculer nos habitudes en néphrologie. J'avais une deuxième petite question, sauf si il y a une question dans le... Ça va bousculer à condition que les critères de remboursement changent, puisque maintenant, toujours, on peut les introduire que si le GFR est au-dessus de 60 et que l'hémoglobine glyquée est entre 7 et 9. Donc, ça va être un dur combat parce que persuader des néphrologues que c'est un médicament antidiabétique qu'on peut utiliser chez les non-diabétiques, c'est déjà un peu compliqué, mais on a quand même les arguments que je viens de vous démontrer. Oui. Mais dans une commission de remboursement des médicaments où il n'y a pas de néphrologue, pas de diabétologue, mis à part moi, un seul cardiologue, et les persuader qu'un médicament antidiabétique, on peut maintenant l'utiliser, quelle que soit l'hémoglobine glyquée, et chez les non-diabétiques, ça va être un dur combat. Et ça, je peux vous dire que ça va être un dur combat, sauf si les firmes, parce que ça va évidemment élargir considérablement la population cible. Et chaque fois qu'on élargit la population cible, les mutuelles disent qu'il faut proportionnellement réduire le coût. Donc, si les firmes réduisent le coût de moitié, probablement qu'ils seront enclins à élargir largement les critères. Mais si les firmes maintiennent le même prix, ça va être un très dur combat. Alors, je dois dire que j'ai personnellement des patients que j'ai mis sous inhibiteurs de SGLT2 et qui n'étaient pas des diabétiques et qui ont accepté de payer le prix plein. Ce sont des médicaments qui ne sont pas si chers que ça. Un traitement coûte une 50aine d'euros par mois. Et donc, on est un peu, si on pinaille, je dirais, sur ce type de vouloir ne pas rembourser ça, on va aller vers une médecine à deux vitesses, je crains. Que les patients qui ont des moyens, ils vont mettre les 50 euros par mois. Hein, on n'est pas sur des traitements qui coûtent des milliers d'euros par mois, là. Hein, donc, exactement. Donc, en pratique, nous, ce qu'on fait, j'espère que la firme n'entend pas, mais bon, je leur ai déjà dit que c'était comme ça. Donc, ce qu'on utilise, nous, quand le patient doit le payer lui-même, on utilise du Jardiance à 25 mg que l'on fait couper en deux. Puisqu'on a prouvé que 10 mg, c'était aussi bien que 25 mg, et donc 12 mg et demi. Et comme c'est un flat price, 25 mg coûte le même prix que 10 mg, donc ça réduit le coût de moitié. Donc on arrive à 20-25 euros par mois, ce qui est tout à fait raisonnable. Mmh. Ah oui. Une petite question pratique, ça doit être prescrit uniquement par les spécialistes, les endocrinologues actuellement, ou bien c'est ouvert à tout médecin? C'est ouvert à tout le monde, y compris les médecins généralistes, à condition qu'on remplisse les critères de GFR et les critères d'HbA1c. Mais autrement, tout le monde peut leur prescrire. Oui. D'accord. Parce que finalement, en fin de compte, si on veut avoir le bénéfice le plus grand, c'est vrai que c'est les médecins généralistes qui sont à la source pour les initier en stade 1 ou 2 pour nous. À la limite, quand nous, on les voit, c'est déjà tardif. Nous, on enverra les bénéfices pour eux, mais c'est vraiment les généralistes qui doivent être fort sensibilisés à ça très tôt, en fait. Exactement. Et ça, quand on en parle aux généralistes, donc il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les généralistes sont très inquiets par le profil des infections génitales.
chaque fois que je fais des exposés généralistes, ben, il y a toujours l'infection génitale chez la femme diabétique, c'est relativement fréquent, évidemment. Et donc, il y a toujours un là ou l'autre généraliste qui vous dit oui, moi je l'ai prescrit, j'ai eu une patiente qui a eu des infections génitales à répétition, etc. Donc ça, c'est un facteur limitant. L'autre facteur limitant que je n'ai pas, et j'en profite pour le dire, c'est qu'il y a un autre critère également limitant, c'est le renouvellement. Vous savez que tous ces médicaments, après un an, il faut prouver l'efficacité. Et donc, pour le moment, l'efficacité que l'on demande, c'est de nouveau une efficacité obsolète, c'est une efficacité qui est basée sur la réduction de l'hémoglobine glyquée. Donc, il faut prouver après un an qu'on a réduit d'au moins 0,5% l'hémoglobine glyquée ou qu'elle est tombée en dessous de 7%. Donc, de nouveau, c'est un critère diabétologique pur, puisque c'était des molécules qui étaient diabétologiques au départ, mais c'est des critères qu'on va devoir faire tomber parce que le patient chez qui a par exemple une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale qui profite manifestement de son médicament et qui par malheur a une réduction d'hémoglobine glyquée seulement de 0,4%, donc, théoriquement, on devrait l'arrêter. Bon, alors j'espère que l'INAMI ne m'écoute pas, mais je peux vous dire que parfois, en âme et conscience, on continue parce qu'on est quand même là pour traiter des malades et essayer de les protéger au mieux et pas pour pinailler avec un 0,1% d'hémoglobine glyquée qui ne serait pas atteinte. Et en général, on n'a pas de problème particulier, en tous les cas jusqu'à présent. Il y a une question dans le chat où on demande est-ce qu'on peut proposer aux patients ou est-ce qu'il faut leur proposer de suspendre de leur propre chef le traitement en cas de déshydratation, en cas de, je sais pas, de gastro-entérite ou de tableau, un peu comme on le fait pour les IEC, les artons. C'est exactement. Donc ça, il faut le faire. Et donc nous, en diabétologie, quand je parle aux endocrinodiabétologues, je leur dis c'est exactement la même chose qu'avec la metformine. Bon, on pourrait dire avec les ARTA ou les IEC aussi, mais avec la metformine, théoriquement, on devrait, et on ne le fait pas malheureusement, également arrêter la metformine dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est tous les phénomènes de déshydratation, gastro-entérite, etc., parce que c'est là qu'on retrouve les acidoses lactiques, bien évidemment, avec la metformine, même si c'est rare. Et deuxièmement, également en période chirurgicale. Donc, les patients qui sont opérés, notamment au niveau abdominal, il faut arrêter absolument les glyphosines tant qu'ils n'ont pas repris une alimentation et une hydratation correcte. La plupart des cas d'acidocétose qui ont été décrits chez les patients diabétiques de type 2, c'est des acidoses qui sont survenues en période périchirurgicale, notamment abdominale, parce qu'en post-op immédiat, si on laisse la glyphosine, on va cumuler toute une série de facteurs qui prédisposent à l'acidocétose. C'est quoi? C'est une mauvaise gestion de l'insulinothérapie. Souvent en post-op, l'insulinothérapie est mal gérée. Deuxièmement, des patients qui ne mangent pas ou qui mangent peu, et donc ils sont en déficit calorique, et donc ils vont mobiliser leurs lipides, faire une lipolyse avec une cétogenèse. Et puis également, ils sont en orage cytokinique et d'hormones de contre-régulation, les catécholamines, le glucagon, etc., suite à l'intervention chirurgicale. Et donc, tout ça favorise l'acidocétose. Donc, il faut bien dire que d'une part, s'il y a une déshydratation, il faut l'arrêter. Et deuxièmement, en période chirurgicale, il faut l'arrêter comme on ferait un arrêt de la metformine. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il y a des contre-indications avec d'autres médicaments? Est-ce que, par exemple, avec je vais dire un gros mot pour les néphrologues, mais des interactions avec des anti-inflammatoires, d'autres classes de médicaments qui aggraveraient la toxicité de cette classe de médicaments? Non, les anti-inflammatoires, bon, il faut s'en méfier, évidemment. Il n'y a pas de contre-indication à prescrire un anti-inflammatoire si le sujet a une fonction rénale strictement normale et si il n'est pas déshydraté et a fortiori s'il n'a pas d'IEC. Mais s'il est sous IEC et qu'il a une fonction rénale déjà un peu altérée, et évidemment, c'est pas la population idéale. Dans la rubrique interaction médicamenteuse, pour revenir peut-être au polykystique qui progresse, hein, donc ce malade qui est quand même une néphropathie qui peut être rapidement progressive, on prescrit maintenant du tolvaptan. Alors, le tolvaptan, il a une position qui est, faut commencer assez tôt dans la néphropathie. C'est un diurétique, hein, puisque c'est un inhibiteur des aquaporines, donc c'est un diurétique. Est-ce que vous verriez une combinaison tolvaptan et avec une glyphosine? Est-ce que ça paraît imaginable?
Moi, à mon avis, c'est pas inimaginable. Je n'ai pas vu d'études ni de cas qui Ah non, rapportaient cette association-là, mais je suis sûr que ça va être rapporté dans les prochains mois ou les prochaines années, au moins des case reports probablement dans un premier temps, et puis si ça marche, peut-être bien qu'il y aura des études qui vont être lancées. Donc là, c'est possible. Pendant longtemps, on a dit que l'association avec la furosémide, diurétique de Lens, était contre-indiquée, ou en tous les cas qu'il fallait fortement s'en méfier. Bon, actuellement, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication et que beaucoup de personnes qui sont sous furosémide, notamment dans les études évidemment d'insuffisance cardiaque, comme vous imaginez, beaucoup de ces patients recevaient de la furosémide et on n'a pas vu, dans ces deux grandes études d'insuffisance cardiaque, on n'a pas vu de problème majeur liés à des hypovolémies, des insuffisances rénales aiguës, liées à l'hypovolémie, etc. Donc, bon, si la furosémide est correcte, le tolvaptan pourra probablement s'avérer également correct, me semble-t-il, mais je ne peux pas prédire ce que je ne connais pas. En tous les cas, beaucoup de remerciements pour l'exposé. Je sais pas, j'ai invité Pierre à voir si il aurait un commentaire, une rajoute. Non. Voilà. J'avais juste une petite question, Marc Libertalis de Bruxelles. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant, vraiment superbe. Effectivement, on est nombreux à avoir suivi toute cette actualité et à prescrire pour ceux qui peuvent se le permettre et se le payer ce type de médicaments. Un de mes patients m'a fait parvenir un lien vers la revue Prescrire en France qui déconseille formellement l'usage des glyphlosines en vue d'un effet largement indésirable, enfin, un profil largement indésirable par rapport aux infections urogénitales et cette gangrène de Fournier, etc., versus un effet peu bénéfique. Bien sûr, ils n'ont pas du tout tenu compte de toutes ces belles publications que vous avez montrées. Qu'est-ce que vous répondriez à ce genre de problématique? Je connais bien la revue Prescrire, la revue Prescrire qui dit que les statines, ça ne sert à rien, etc. Donc, depuis des années, c'est des chevaliers blancs qui luttent contre l'industrie pharmaceutique. Donc, ce que je vais vous répondre, c'est que, comme je vous l'ai dit, les glyphlosines ont été très tardivement introduites en France. Et il y a une commission également, la commission de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé en France, qui est une commission de transparence, donc qui étudie les dossiers. Et les dossiers ont été refusés systématiquement pour des raisons d'ailleurs un peu diverses. Et la dernière fois, on m'a demandé, il y a une firme qui m'a demandé d'aller défendre le dossier devant cette commission. Et je peux vous dire que cette commission en France est encore, à mon avis, d'un niveau plus déplorable que la commission en Belgique, parce qu'il n'y a pas, de nouveau, on parle devant des gens qui n'ont pas de pratique clinique, c'est des administratifs, et là-dedans, de nouveau, il n'y avait pas de cardiologue, il y avait pas de il y avait une néphrologue pédiatrique, mais bon, la pédiatrie, évidemment, et les glyphosines, ça, on n'avait rien à dire, et donc, pas de diabétologue, etc. Donc, j'ai essayé d'argumenter sur les avantages, tout en disant également les précautions à prendre, bien évidemment, et vous parlez devant, bon, on est en train de vous assister, j'imagine, aussi aux conversations et discussions avec le Covid, les vaccins, etc. C'est un peu le même genre. Si vous avez des incrédules, c'est impossible de les persuader. Et donc, la dernière fois, j'ai malheureusement eu pas de chance quand j'ai été désigné pour aller défendre ça. Il se fait que les cas de gangrène de Fournier, s'il y avait un avertissement qui avait été fait par la FDA 3 semaines avant, je crois. Et donc, on va évidemment soulever immédiatement l'étendard. Oh, mais les gangrènes de Fournier, moi, j'en ai jamais vu une seule dans ma vie. Hein. Bon. Par contre, des patients diabétiques en insuffisance rénale ou en insuffisance cardiaque ou morts d'origine cardiovasculaire, ça, j'en vois très régulièrement, malheureusement. Et donc, c'était impossible. Et donc, je jouais le rôle de l'avocat, mais je n'ai pas gagné ma plaidoirie. Et je vais vous dire le dernier commentaire du président de la commission, que certains d'entre vous connaissent, mais je vais taire son nom parce que j'ai quand même un certain respect pour lui, parce que je l'ai écouté du temps de sa splendeur, si je puis dire, quand il était encore actif comme néphrologue, hypertensiologue, etc.
et je le trouvais remarquable. Mais ce jour-là, comme président de la commission des médicaments en France, je l'ai trouvé avec une réaction déplorable. Sa dernière parole a été « Oui, mais monsieur Schelz, votre exposé était brillant, etc. Mais vous savez, on a quand même beaucoup de médicaments pour traiter le diabète de type 2. » Ça, c'était sa dernière. Alors, j'ai été poli, je savais bien que c'était un hypertensiologue, et j'aurais pu lui répondre, oui, monsieur, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on avait également beaucoup de médicaments pour traiter l'hypertension artérielle? Tout à fait. Merci beaucoup pour votre réponse. Mais pour vous dire le niveau, quoi, le niveau, c'est déplorable. Et donc maintenant, moi, finalement, puisque quand j'avais pris la parole, j'avais pas parvenu à persuader, j'ai écrit, comme j'ai écrit beaucoup, j'ai écrit 2 articles, et donc un article en français et un article en anglais, qui a été d'ailleurs distribué à toute une série également d'hommes politiques. Je sais bien que des sénateurs, etc., ont été alertés parce que finalement, il n'y avait plus que la France dans tous les pays européens. C'est comme là maintenant que la Belgique avec le vaccin AstraZeneca, nous sommes le seul pays pratiquement en Europe à continuer à l'utiliser. Bien là, il n'y avait que la France qui ne l'utilisait pas, les glyphosines, pour des prétextes comme ça, gangrène de Fournier, les fractures, les amputations des membres inférieurs, etc. Enfin, tout ressortait. Et donc, finalement, j'ai écrit 2 articles. Et un des articles, c'était le nouveau paradoxe français. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le paradoxe français. Le premier paradoxe français, c'était de dire que les Français avaient une mortalité cardiovasculaire relativement basse, étonnamment basse pour leur niveau de cholestérol, et c'était attribué, comme vous savez, au bon vin, hein, le beau vin rouge, bon, ça a été tendu, etc. Donc ça, c'était le paradoxe français des années 80, qui était plutôt dans le bon sens. Et donc, moi, je mettais le nouveau paradoxe français, c'était le sous-titre de l'article, qui était de dire que finalement, les Français, ils avaient vraiment une opinion paradoxale par rapport à toute l'évidence scientifique et tout ce que la communauté internationale rapportait. Donc maintenant, bon, ils ont enfin accepté la DAPA. L'empagliflozine va essayer de revenir sur le marché en France, mais c'est des discussions à n'en plus finir. Et pour la canagliflozine, je crois que la canagliflozine a renoncé à entrer sur le marché français, de même que l'ertugliflozine. Donc, ils auront peut-être l'empagliflozine prochainement, mais ce n'est pas encore gagné. Merci 1000 fois. Merci. Il y avait une autre question. Est-ce que vous utilisez la glycosurie attendue pour suivre l'adhérence ou la compliance du patient? Est-ce que ça… Non, on ne mesure pas, non, on ne mesure pas la tellement glycosurie. variable, le seuil Ouais. Ça est variable, l'interprétation est difficile, ça dépend de la dilution, etc. Donc, je crois, nous, on n'utilise pas. Ça, c'est un peu fastidieux pour les malades, donc on n'utilise pas. D'accord. Ok. Ben écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des questions, des commentaires, mais je pense que tout le monde a été ravi, et je pense que peut-être c'est le temps aux néphrologues de monter également au créneau, hein, parce que il y a à convaincre en tous les cas en amont, parce que nous on aura certainement à faire ce travail. En tous les cas, je pense que tout le monde a été bien éclairé ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, à bientôt. On se reverra peut-être un jour quand il y aura encore d'autres études. Merci.